La question qu'on se propose de vous poser à vous, c'est quels besoins, formations, outils, temps dédiés, quelles limites ont les intervenants non spécialistes pour une intervention précoce. Alors on a vu qu'intervention précoce, là je l'ai écrit, c'était avant l'intervention de Grégor, mais c'est peut-être en tout cas pour aborder la consommation et voir dans quelle mesure ça peut être un objet à gérer. Et du coup, ça va être une bonne manière pour les personnes de la table ronde de se présenter dans leur pratique et de quelle manière sont concernées par cette gestion, cette fameuse gestion des consommations. Je crois que vous êtes deux à avoir été formés pour Mes choix alcool. Hein, toi aussi, ouais. Donc tout le monde était formé pour Mes choix alcool. Donc voilà, vous avez ces personnes qui ont été formées. Pourtant, c'était pas si évident de faire des programmes Mes choix alcool. C'est pas donné tout de suite. Donc voilà, c'est le fort du forum addiction, c'est de donner la parole aux professionnels témoignants. Alors, on commence par peut-être mesdames. Alors, allons-y. Bonjour, donc Lauriane Mermou, assistante sociale à l'Hospice Général. Donc nous, notre rôle en fait, ça va être d'accompagner les personnes au niveau social, administratif et financier. Donc concrètement, dans la thématique de la consommation, ça va être de peut-être la détecter, de l'aborder avec les personnes, de les informer, de les orienter et puis ensuite de les accompagner dans le suivi médical qu'elles ont. Donc, par rapport à la formation, elle était super intéressante en termes de connaissances. Par contre, elle était très basée en fait sur tout ce qui était médical. Donc, par rapport à mon poids, à ma taille, qu'est-ce que je peux consommer, etc., faire un suivi. Et ça, vraiment, c'est notre limite professionnelle. Donc, nous, dans notre pratique, on va pouvoir orienter les personnes vers un service qui va faire ce travail-là, qui se rapporte donc plutôt aux soins. Nous, ce qu'on aurait plus besoin, c'est d'avoir peut-être des connaissances un petit peu sur les conséquences que peut amener un comportement d'addiction, de dépendance. Donc par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, quand une personne, elle va recevoir 1000 francs pour donc se nourrir, payer ses factures, etc., pour un mois, et puis qu'elle va dépenser 500 francs la première semaine dans l'alcool, forcément après elle va plus avoir de quoi se nourrir, elle va peut-être s'endetter, etc. Ça c'est compliqué, et du coup nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des outils pour accompagner ces personnes, par exemple, dans la gestion du budget. Ou alors, des outils pour mieux aborder la question de la consommation. Comment le faire de manière bienveillante. Donc, avoir cette posture de non-jugement, où la personne sent qu'il y a un espace où elle peut déposer ce dont elle a envie. Et puis que nous, on va la soutenir. Et puis croire en elle aussi. Des fois, on peut être un levier en ça, parce que la personne peut-être manque de confiance, d'estime de soi. Et puis quand on voit, oui, mon assistante sociale, en fait, elle croit en moi. Et peut-être que je devrais y croire. Et voilà, on est un petit peu là aussi pour ça. Donc, ce dont on aurait besoin, c'est de se rapprocher des professionnels de la santé. Donc, structurellement, ce serait idéal pour faciliter la communication. Donc si on pouvait avoir des psychiatres ou des psychologues dans les centres d'action sociale, peut-être une fois par mois pendant 2 heures, pour pouvoir débriefer des situations qu'on vit, ou alors même faire des entretiens tripartites avec des bénéficiaires pour que la personne, que le professionnel de la santé puisse directement nous aider à créer un réseau cohérent pour la personne. Donc peut-être avec le CAPI, les médecins, les HUG, l'IMAD, savoir qu'est-ce qui existe, comment on intègre ces services et pourquoi, tout le réseau associatif aussi. Et c'est un très bon début. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un service où on donne de l'argent, c'est quand même des besoins premiers, quoi. Et c'est intéressant de penser, mais de quelle manière des endroits où on satisfait des besoins premiers, comme il disait, ça brûle toujours, quoi. Il y a une demande très forte, donc il y a toujours autre chose à faire avant d'aborder la consommation. Ça devient aussi un levier intéressant.
On va faire le tour une fois. Mélanie. Alors, bonjour à tous, je suis Mélanie Pinon, je suis coordinatrice des soins pour les hébergements d'urgence ici à Genève. Et donc, nous, au niveau des personnes usagères, consommatrices, c'est vrai que nous, on travaille principalement à travers une petite équipe où on a une consultation de santé communautaire au sein des différents hébergements d'urgence. Donc, on intervient au sein des différents hébergements d'urgence. Et nous, l'objectif, par rapport à ces personnes, on est le plus souvent dans la détection, dans le dépistage, mais également, je dirais, dans l'idée de pouvoir accompagner surtout la personne quand elle a une consommation problématique, c'est de pouvoir l'accompagner et l'orienter sur les différents lieux. On a peu d'espace, je dirais, pour nous mettre en place un suivi du point de vue où notre objectif premier est quand même de rattacher les personnes aux différents lieux de soins. Malgré tout, ce qui est intéressant dans ce dépistage, détection et dans les accompagnements que nous, on peut fournir en tout cas vers d'autres lieux, enfin cet accompagnement de relais, je dirais finalement. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on intervient vraiment dans ces hébergements où la volonté première est quand même une mise à l'abri de ces personnes. Maintenant, cette mise à l'abri, elle trouve aussi des limites par rapport à ces personnes consommatrices, c'est-à-dire que la consommation est complètement interdite et est peu intégrée dans la prise en charge socio-sanitaire et globale de la personne au sein de ces hébergements. Il y a certaines collaborations qui sont en place, bien évidemment, avec le Quai Neuf, par exemple, en première ligne, avec nous, avec le CAPARV, avec différentes instances. Mais c'est vrai que l'action première des hébergements d'urgence est la mise à l'abri et la prise en charge de la gestion de la consommation de la personne reste encore aujourd'hui une des limites qu'on rencontre et qui est extrêmement importante et qui souvent met en échec justement la mise à l'abri des personnes. Voilà. Merci. Johan. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Johan Baumier, je suis travailleur social hors mur à la phase, plus particulièrement à Transit sur Meyrin, avec aussi la casquette d'être le responsable d'équipe à Transit. Moi j'ai fait la formation Mes Choix il y a 2 ans et c'était très intéressant de s'imaginer bien comment est-ce qu'on allait pouvoir avoir une chance de la déployer sur le terrain. Nous, notre action, c'est vraiment de pouvoir aller au contact des jeunes de 12 à 25 ans, c'est notre mandat, à travers un certain nombre d'outils, des tournées dans la rue, des accueils dans certains lieux, des ouvertures de salles de sport. Et à Meyrin, on a une bonne partie de l'équipe qui travaille particulièrement sur des petits jobs et des chantiers éducatifs, ce qui nous permet vraiment de travailler sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et à travers ça, la question de pouvoir aller traiter la consommation, en fait, elle est vraiment en filigrane de notre action. Quand est-ce qu'on va pouvoir pointer qu'une consommation est potentiellement un frein à l'insertion socio-professionnelle? À quel moment est-ce qu'on va pouvoir avoir un jeune qui vient avec une demande? Enfin voilà, quand Joël Tremblay parlait d'accueil inconditionnel et sans jugement, nous, c'est notre pratique quotidienne. Ce qui veut aussi dire qu'on est dans un gros principe de libre adhésion. Tout jeune qui va venir profiter de partie de notre action va le faire en étant complètement en adhésion avec ça. Il n'y a absolument pas la possibilité de les contraindre de quelconque manière. Donc, ça veut aussi dire pouvoir trouver les bonnes manières d'aborder les questions de consommation et une bonne manière, quand tout d'un coup il y a une envie, de pouvoir rentrer dans ces programmes pour essayer d'amener une gestion de la consommation ou de pouvoir venir mettre le doigt sur quelque chose qui est potentiellement problématique. En fait, c'est intéressant parce que ça pose la question du moment de détection. Quel est le prétexte au moment où on aborde la consommation? Parce que quand on parle d'un budget, on parle du budget, la personne veut ses sous, ne veut pas qu'on lui rabâche les oreilles avec d'autres choses. Et pourtant, il y a des moments où cette détection, elle devient naturelle dans le fonctionnement. Enfin, j'imagine, si je sais en fait, parce qu'on anime aussi des formations avec des patients formateurs, non des patients, des praticiens, des patients formateurs, et on les aide à comment tu fais ton premier entretien, etc. Et j'ai envie de poser une première question au public. Vous, est-ce qu'il y a
des contextes, des moments, des situations dans lesquelles c'est plus facile d'aborder la consommation. Quand les gens font part d'un problème qui a pu leur arriver ou d'un accident qu'ils ont pu avoir, Ouais. etc. Mais nous, on travaille en détention, donc c'est vrai que les gens, ils sont forcés à ne pas consommer. Hein. Enfin, en principe, ils ont des difficultés à consommer. Évidemment, ils ont des médicaments qui généralement les font tenir. Mais moi, enfin, j'en profite parce que je voulais poser une question. On a pas mal de gens en fait qui ne sont pas assurés la malle, hein, étant donné qu'ils sont généralement interdits de séjour à Genève. Ça ne les empêche pas d'être là et d'avoir des problèmes effectivement de consommation. On pourrait, certaines personnes, elles sont même là pour ça. Hein, elles ont été arrêtées parce qu'on sait qu'elles ont des problèmes de consommation. Alors même si elles ne consomment pas durant la détention, elles ont quand même cette problématique qui n'est pas forcément abordée, par les HUG qui sont présents sur place, ou en tout cas pas forcément adressés régulièrement. À qui on les adresse une fois qu'ils sont dehors, parce qu'eux, il n'y aura pas de la malle qui entre en ligne de compte, ni rien du tout. D'accord, donc c'est quand même le deuxième témoignage. On dit même quand on est un service ou bien qu'on a un service dédié, c'est pas magique, hein, c'est pas si simple que ça. Et puis il y a aussi la sortie. Bon, là vous avez ce qu'on peut vraiment définir comme un public captif, les pauvres. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit à la limite, ça serait plus simple que vous fassiez vous un bout d'accompagnement, mais après il y a la question de comment donner le relais, etc. Ça sous-entend aussi que ce n'est pas des gens qui vont forcément que réduire leur consommation, ou c'est des gens qui ont des grandes vulnérabilités, donc avec beaucoup de risques d'avoir encore plus de peine à gérer la consommation, vu qu'on a vu que la gestion de la consommation, ce n'est pas que la relation au produit, c'est les situations qu'on vit. Juste pour faire une remarque, donc depuis le service de médecine de premier recours, les personnes sans papier, sans assurance maladie, qui ont besoin de soins, elles ont le système de prise en soin CAMSCO avec lequel elles ont accès à toutes les consultations sans assurance. Donc ça c'est, mais là on est dans le soin, on n'est plus forcément dans l'intervention précoce. Et effectivement, si on n'est pas dans le soin, mais on met d'autres structures pour l'intervention précoce, de nouveau, ça pose la question de qui va fournir ces prestations-là, en termes aussi financiers, parce que quelqu'un doit être mandaté pour ça et payé pour ça, puisque ça ne va pas être facturable, et dans quel lieu. Et là, je peux imaginer, je ne sais pas, des lieux comme les clubs sociaux, ou des lieux comme les hébergements. S'il y a une volonté institutionnelle, politique, je pourrais imaginer qu'à l'issue d'une nuit d'hébergement dans un lieu d'urgence, où les gens, si je ne m'abuse, doivent sortir assez vite le matin, je ne sais pas si c'est 7h ou 8h ou 9, mais en tout cas, il y a un moment donné où la structure en fait, se vide, et bien là, on pourrait imaginer qu'il suffit de mettre à disposition une salle, 10 ou 14 chaises, j'y arriverai, et un intervenant, et au lieu de sortir à 7h, ils vont faire un groupe mes choix alcool, mes choix drogue de 8 à 9. Hein. Je veux dire, concrètement, voilà. Mais évidemment, il faut une volonté de le faire. Si personne ne veut le faire. La question du repérage, c'est une chose, mais après, la question de l'indication à ce programme, parce que de ce que j'entends aussi, de ce que disait Madame, peut-être qu'on n'est plus dans une question d'intervention précoce parfois, et effectivement, on est au-delà du programme Mes Choix, parce que la consommation est vraiment problématique, parce que la personne est dans une problématique de dépendance. Et ça, je pense qu'à un moment donné, je pense que le programme Mes Choix, comme on a pu le suivre, permet notamment à des personnes comme l'Hospice Général, vous le disiez, de faire du repérage. Mais après, effectivement, est-ce que le programme Mes Choix est adapté dans cette situation ? La question, elle doit se poser, et avec la personne, bien sûr, mais nous, on l'a vu à Argos. Donc moi, je travaille à Argos, donc une association qui s'occupe de personnes avec des problématiques d'addiction. On a eu, à un moment donné, la FECPA pouvait nous envoyer des contacts de personnes qui souhaitaient peut-être faire un programme Mes Choix. Mais quand on rappelait ces gens, puis qu'on leur disait que c'était Argos, et puis que les gens se rendaient compte qu'en fait c'était
une association qui s'occupait de personnes dépendantes, etc., ils ne se sentaient pas du tout au bon endroit. Donc voilà, ça pose la question effectivement après de la pertinence de s'engager dans ce programme avec les gens ou non, et qui va faire cette évaluation quelque part. Merci beaucoup. Orienter quelqu'un à Argos, c'est pas totalement, c'est pas neutre. Et on se demande pour finir, alors pour qui faire mes choix, c'est pour ça que je trouvais intéressant, parce que dans ce que vous décriviez, il y a peut-être, si vous faites du souci pour qu'ils aient un suivi après, c'est qu'il y a certainement une addiction un peu plus ancrée, c'est vrai, ou alors un risque de vulnérabilité aussi immense. Hein. Et c'est vrai que et comme on discute ici, on est tous en train de se demander comment nous on les suit. Et il y a un peu moins de quels vont être leurs choix du suivi et comment ils vont faire. Et peut-être aussi parce qu'on sait que quand ils ont choisi, une fois qu'ils sont sortis d'un contexte, ben, ils sont dans un autre truc et puis on repart un peu à zéro, quoi. Donc on est vraiment dans un vrai problème où il n'y a peut-être pas de solution idéale, hein, notamment. Hein. Mais la question est vraiment posée. Rémi. On initialise, on met en route le suivi. Moi j'aime bien la proposition de Thierry qui est effectivement que les personnes compétentes viennent directement en lien avec les concernés. Parce que par rapport à ce que vous disiez, Lauriane, moi je pense que la question c'est comment, enfin j'aime pas du tout le terme orienté, mais comment on propose aux gens d'aller vers une autre structure. C'est des gens qui sont déjà, qui vont de structure en structure, et puis en plus on leur dit allez encore vers une autre structure. C'est pour ça que je déteste le terme orienté. Je pense que c'est plutôt comment on accompagne ces gens, comment on les met en lien. J'aimais bien ce que je disais Joël, que souvent c'est des liens de personne à personne plutôt que de structure à structure. Et je pense que cette dimension-là, elle n'est pas négligée. Je discutais tout à l'heure avec Muriel, qui me disait est-ce que tu as reçu les gens que je t'ai orientés vers l'espace jeune consommateur? Je disais, si j'en ai reçu, je ne le sais pas. Et puis je lui disais, je doute qu'il y en ait beaucoup qui soient arrivés jusqu'à moi. Et je lui disais, écoute, ce qu'on va faire maintenant, autrement, c'est que quand tu as effectivement ces gens-là, tu me téléphones directement en présence de ces gens-là, et puis on essaiera de voir si ça peut améliorer quelque chose. Mais je crois qu'il y a vraiment une importance à cette mise en lien, cette mise en contact directement avec les personnes, et justement de ne pas les orienter, parce que pour avoir travaillé en centre de soins, c'est abominable d'orienter ces gens-là vers d'autres structures, parce qu'elles connaissent tellement ces chemins-là qu'elles en ont juste ras-le-bol. Merci. Bon, ok, donc on est sur quelque chose de très subtil, de très chaud. Oui, vas-y. Je me permets d'intervenir je me lève un peu, par vécu, répondre à, je ne sais plus, madame l'hospice général. Oui. Ouais, il y avait une petite question de dire, voilà, la personne va griller son argent pour consommer, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le carcéral, peut-être, il y a tout ça. Des personnes en situation difficile. Vous parlez d'orienter les personnes, vous parlez d'aller dans des structures, d'une structure à l'autre, dans quel système de soins, qu'est-ce qu'on va faire? Donc quelque part on est dans l'urgence, il y a les mises à l'abri, on est dans l'urgence. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que demander à une personne en difficulté de se soigner ou de sortir d'un produit, mais pourquoi? Pourquoi? Donc quelque part, si on veut proposer quelque chose à une personne d'entrer en soins, il faut qu'elle ait un but. Sortir du système carcéral pour retourner dans la même chose, c'est pas un but. Être à l'hospice général, c'est une situation difficile. Avoir des indemnités. Qu'est-ce que j'ai comme but derrière? Donc, soigner une addiction, c'est pas un but, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. Donc, commençons par ça. Et chaque fois, c'est la même chose. On va donner un soin. Je connais le système.
Et la plupart des personnes qui ont été dépendantes de l'alcool, c'est quoi? C'est un éternel recommencement. Parce qu'à la sortie des soins, c'est rechute. Retrouver la même vie, les mêmes choses, pas se poser la question qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, et on recommence. Donc c'est ça. Si on ne motive pas la personne de trouver quelque chose de mieux, ça ne sert à rien. Alors c'est assez intéressant parce que là, ça vaut la peine de passer la parole à Johan, vu que lui, il peut même pas orienter, vu que il est dans ce qu'on appelle la libre adhésion, qui est un truc assez, qui est contraignant, quoi. Non. Ouais, et au contraire, ça offre une qualité de lien. Et en fait, tout se base sur cette qualité de lien. C'est-à-dire que personne n'est obligé de venir nous voir. Si un juge nous adressait un mandat pénal, on le refuserait. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la qualité du lien. Et ce qui est très intéressant, c'est que je suis actuellement un jeune dans le programme Mes choix alcool. Alors, quand j'ai fait la formation, j'aurais parié la moitié de mon salaire sur le fait que j'allais faire du cannabis plus que de l'alcool. Bon, j'ai bien fait de pas parier. Et je me retrouve avec toute cette difficulté maintenant de savoir si lui est addict ou pas, parce que dans le fond, on parle de la capacité d'orienter les personnes, de les adresser à quelqu'un, mais en fait, la volonté des personnes derrière, moi je suis complètement contraint par ça, c'est-à-dire que si un jour je dois faire l'analyse avec lui qu'il a besoin de soins et pas d'un programme de prévention, ben, ça va me prendre un sacré moment pour réussir à qu'on arrive à un avis à peu près équivalent pour peut-être passer du côté des HUG ou vers vraiment une dynamique de soins. Et lui, son projet, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il va avoir envie de maîtriser sa consommation, qu'est-ce qui va le motiver là-dedans. Et moi, actuellement, l'exemple que j'ai, bah, c'est un jeune qui vient de choper une place d'apprentissage. Et il a en plus la chance d'avoir une place d'apprentissage dans vraiment une fondation qui fait vraiment pas mal d'insertion professionnelle. Donc il y a même un éducateur qui suit les apprentis que j'ai pu rencontrer il n'y a pas longtemps. Le jeune était d'accord que je partage ses problématiques avec son éducateur référent. Donc vraiment on a pu parler de tout ça et on a pu croiser les moments où bah, en fait il fait la fête un jeudi alors que lui dans son programme le but c'est d'être abstinent jusqu'au week-end et puis de pouvoir profiter du week-end. Alors après il faudra encore qu'on parle de quantité, mais déjà qu'il puisse tenir son apprentissage. Et en fait, il a craqué un jeudi. Et puis c'était un zombie le vendredi. Et en fait, maintenant, on s'est mis d'accord avec l'éducateur de pouvoir avoir des retours comme ça qui vont permettre, moi d'un côté, de pouvoir continuer à suivre avec lui puis donner du rythme dans les objectifs qu'il a de consommation. Et d'abstinence de consommation, et derrière ça, de pouvoir avoir le regard croisé avec l'employeur pour que les conséquences, elles soient directes. C'est-à-dire que le lien de causalité entre je consomme et derrière j'assume, il puisse être bien construit et soit cohérent pour lui. Et pour moi, c'est tout l'intérêt. Enfin voilà, nous, on se définit comme TSHM, comme des travailleurs sociaux généralistes. On a chacun dans une équipe un bout de connaissance de quelque chose. On a des outils en commun qui sont généralement des outils motivationnels et puis la capacité d'écoute, de poser des questions, etc. Mais derrière, nos spécificités, on a chacun les nôtres. Et puis, c'est cette complémentarité qui est intéressante pour être de bons généralistes. Mais quand on arrive à la limite de ça, il faut savoir orienter, adresser ou aller poser les questions. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces programmes. C'est qu'on a en main un outil qui a été réfléchi pour pouvoir être appliqué directement sur le terrain. On n'a pas besoin d'avoir fait de l'alcoolologie pendant des années ou de la dictologie pendant des années pour pouvoir proposer des moyens de suivi à un jeune. Mais entre professionnels, disons tes collègues, est-ce que de temps en temps ils te disent ouais, il y a un jeune là, est-ce que tu le verrais parce qu'il a un problème de consommation? Et puis vu que oui, et vu que dans la qualité du lien, bah, pour nous c'est le lien qu'on va avoir avec cette personne qui va être... c'est le lien avec ton collègue ou bien avec le jeune? Avec le jeune. Avec le jeune. Donc vous connaissez le même jeune? Alors moi, j'en parlais hier à une collègue justement, sachant que je venais ici, elle a entamé le programme cannabis avec une jeune. Elle n'a pas encore eu l'occasion de faire la formation Mes choix. Ouais. Elle est intéressée à la faire. Et puis en parallèle, moi je coach ma collègue qui est en lien avec la jeune. Ouais. Parce que c'est la qualité du lien qui est le plus important pour nous. Okay. Et en fait qui permet de traverser les différents... Enfin voilà, qui permet de garder la motivation puis de parler de ces choses qui sont très intimes parce que actuellement j'arrive pas à suivre un processus d'insertion parce que je fume trop et au mauvais moment. Il faut réussir à traiter cette consommation
pour pouvoir atteindre d'autres objectifs. Donc à nouveau, le moteur, il n'est pas sur la consommation, il est sur ce qu'on veut atteindre malgré la consommation. Et surtout sur des programmes de consommation contrôlée, je trouve. Super, bon, on est dans le vif du sujet. Moi, j'ai envie de vous faire intervenir pour qu'on voit un peu toutes les facettes de tout ça sur, justement, quels sont les outils. C'est Lauriane, vous nous avez parlé des outils que vous auriez aimés. Finalement, vous avez fait cette formation Méchois. Est-ce qu'il y a des outils, des choses que vous trouvez plus utiles que d'autres? Oui, donc dans ce qu'on a parlé par rapport à la posture, hein, que j'ai dit tout à l'heure, comment aborder ça, oui, on a eu des outils délivrés dans la formation par rapport à ça. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, concrètement, aujourd'hui, je ne suis plus tellement dans ce cadre, puisqu'en fait, j'ai changé de lieu de travail depuis. Du coup, je ne suis pas forcément confrontée à ça. Mais du coup, en fait, finalement, ce n'est pas tellement une posture différente quand on est en face d'une personne qui consomme qu'une personne qui ne consomme pas. Tant mieux. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être vraiment... on va essayer de faire autant que vous, enfin, travailler la qualité du lien. Après, voilà, c'est différent puisqu'on est sous l'aide contrainte. Mais ça va vraiment être là. Voilà, le non-jugement, laisser l'espace à la personne, écoute, soutien. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous lui laissez entrevoir que c'est un sujet qu'on peut aborder? Par exemple, vous citiez avant la question du budget, donc oui, c'est quelque chose qu'on pourrait demander. Et est-ce que vous fumez, vous consommez, hein, ok. Voilà, la personne n'y répond pas. Après, nous, on va jamais... on ne va pas forcément aborder le sujet si la personne ne le fait pas, en fait, parce que la personne, elle a le droit d'avoir un espace privé qu'elle n'expose pas à l'hospice général. Et puis, parfois, pour le professionnel, ça peut être un problème, l'alcool, alors que pour la personne, ça n'en est pas du tout. Donc, on ne va pas aller lui rajouter un problème alors qu'il n'y en a pas. Par contre, quand la personne nous amène ce problème, là, c'est que souvent, il y a un but déjà derrière qui est caché, et là, c'est à nous d'aller chercher ce qu'il y a là derrière. Donc, on le sent quand vous parlez, que vous dites, écoutez, là, en fait, vous nous dites très clairement que vous êtes dans un territoire de l'intime, qui n'a pas forcément sa place, tout dépend où on en est dans ces démarches, en fait, dans la relation, quoi. Exactement. Ouais. Et oui. Le voici. Merci beaucoup. Je réagis juste comme médecin, comme soignant, ou comme acteur de prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Tout à l'heure, je voulais faire éventuellement la métaphore des pompiers. Ouais, c'est toujours bien urgent et bien héroïque d'éteindre des feux. Seulement, les dégâts, ils sont déjà là. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus utile de faire en sorte que le feu, il ne prenne pas. On sait bien, si on attend que les gens viennent se plaindre de leur consommation, on arrive très tard. Et on a de la peine à intervenir. Donc, on peut rester là et dire, non, en fait, il faut respecter la liberté des gens, mais de nouveau, la liberté de consommer des produits addictifs, il faudra qu'on réfléchisse à la notion de liberté, parce que c'est compliqué, c'est pas une notion comme la liberté de... je sais pas moi, d'aller manger faire du vélo. Une pizza ou faire du vélo. Et moi je veux pas forcément me positionner comme quelqu'un qui sait mieux que quelqu'un d'autre ou comme quelqu'un qui est pour ou qui est contre. Mais je veux juste dire en tout cas que c'est tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais pas que ici aujourd'hui, c'est aussi une discussion de tous les plans cantonaux, des maladies non transmissibles, les plans fédéraux, la promotion de la santé, bref, tout ça est bien en vogue. C'est est-ce qu'on pense qu'il faut faire du repérage et de l'intervention précoce ou pas? Ce que vous venez de dire, c'est un argument clairement contre. Non, moi je ne vais pas parler d'alcool parce que c'est la liberté des gens et c'est leur vie privée. Mais si j'en parle, ça ne veut pas dire que je leur dis ce qu'ils doivent faire. Ils peuvent encore dire je veux faire quelque chose ou je veux rien faire. Ça fait du sens pour moi de faire un programme de consommation contrôlée ou ça ne fait pas de sens et je refuse de le faire. Il n'y a pas d'obligation. Et je rappelle que dans l'étape 1 du programme Mes Choix, à la fin des trucs, il y a un petit exercice pour les participants qui ont choisi de participer, personne ne les a forcés d'aller jusque-là, où c'est marqué « Je fais ce programme pour 1, 2, 3 ». Ça, c'est eux qui écrivent, hein. C'est dans l'étape 1.
Donc j'ai peut-être été un peu trop catégorique, ça va évidemment dépendre de chaque situation, on va adapter notre pratique. On peut tout à fait confronter la personne aussi à la réalité. Et là, de nouveau, je pense du coup qu'on aurait besoin d'outils pour mener des entretiens motivationnels. Quand on s'accroche à quelque chose, qu'on dit est-ce que vous consommez? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ok, c'est quoi de temps en temps? Et puis qu'est-ce que ça vous apporte de consommer, etc. Puis de pouvoir aller vraiment plus loin avec la personne. Donc, en fait, voilà, ça dépend vraiment par rapport à qui on se trouve, où on a la relation du lien. Enfin, c'est pas catégorique, c'est pas... Oui. Voilà. Non, mais moi, je trouve absolument beau parce que c'est un peu le point de friction entre comment on construit des systèmes de soins, de prévention, etc. Des systèmes, avec Rémi, on a beaucoup construit des systèmes dans les écoles, etc., qui adressent que... Ça paraît simple, hein, mais pour que ça marche, c'est tout autre chose, quoi. Et donc, je pense que c'est effectivement un vrai travail d'humilité. Ce que Joël nous disait, c'est ces mesures administratives. On dit, ça fait partie du questionnaire de base. Ah bah tiens, vous avez peut-être ça. Le questionnaire de base quand les gens arrivent ou... Alors nous, on n'a pas de questionnaire de base, mais c'est vrai que je dirais que c'est quelque chose qu'on aborde assez facilement, la consommation. Alors le plus souvent, c'est vrai que nous, les personnes qu'on rencontre sont plutôt dans une consommation excessive, mais on a aussi des personnes où on peut être dans une consommation qui ne considèrent pas comme problématique et où effectivement on va se questionner et on va leur poser la question. Maintenant, il y a quand même un truc qui est primordial pour ça, et en tout cas dans notre job justement avec les personnes sans abri, je crois que ça a été nommé à plusieurs reprises, c'est vraiment la question du lien. Et en fait, sans ce lien, on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose, parce qu'en fonction de qui la personne a investi aussi de l'équipe qu'on est, et ben finalement ça va pas être la même chose. C'est-à-dire que en fonction de si c'est moi ou ma collègue ou mon collègue qui ont investi, peut-être qu'à moi ils vont me répondre que non, il n'y a pas de consommation, ils consomment pas, alors que voilà, on le sait, on peut le constater. Et par contre, l'investissement du lien avec ma collègue est beaucoup plus fort. Et là, la question, elle va vraiment être discutée, et on va pouvoir être justement sur ce type d'accompagnement, aussi en analysant finalement la situation de la personne. Ok, vous m'en parlez, mais est-ce que vous considérez ça comme problématique ou pas? Qu'est-ce que ça entrave? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Pour quelles raisons vous consommez? Et ça, dans la rue, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Le pourquoi on consomme, quelles sont les raisons qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a un bénéfice à arrêter de consommer? C'est plutôt ça la vraie question, parce que le bénéfice à consommer, il est tout nu. Hein. Non, je dis, est-ce qu'il y a justement à arrêter de consommer? Est-ce qu'il y a un bénéfice alors qu'on est à la rue, que le temps est long, qu'il fait froid, voilà, donc je dirais que c'est autour de ces éléments surtout qu'on travaille. Et maintenant, je rejoins aussi ce qui était dit sur le fait de simplifier au maximum la démarche. Moi, je le vois autant dans le cadre des consommations, mais que de suivi et d'accompagnement de santé générale. Quand on prend un rendez-vous pour une personne et qu'on lui donne comme ça, c'est-à-dire qu'on l'oriente sur un lieu en lui disant, voilà, t'as rendez-vous tel jour à telle heure à la Camsco. Par contre, quand elle s'asseye avec nous, qu'on lui prend un rendez-vous, qu'on lui dit avec qui ça va être, qu'on propose en fonction de nos possibles de l'accompagner, etc., c'est plus la même chose. Et là, ça accroche quand même beaucoup plus. Et dans le cadre des consommations, on voit complètement ça aussi. Ok. Merci. Je vois que ça se précise. Il y a Serge qui voulait... Oui. Merci de me donner la parole. Je vous remercie pour la qualité des interventions. Il y aurait plein de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais on manque de temps. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est la façon, effectivement, avec ce programme Mes Choix, d'appréhender la prévention d'une autre manière qu'elle a pu être appréhendée pendant des années, avec un côté très moraliste, surtout ne pas aller consommer, plutôt que, justement, quels sont les choix à consommer, de manière à pouvoir effectivement rentrer dans des interventions précoces. Et puis, je trouve que le soin, lui aussi, puisque en fait, dans cette table ronde, on parle plus du soin que de la prévention. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que je trouve le parallèle que j'aurais envie de faire, c'est la posture, en fait. La posture du professionnel qui s'est, au fil des années, modifiée. C'est-à-dire que quand on était, il y a quelques années encore, et peut-être Thierry, tu me contrediras, mais
on était quand même dans le soin, c'était ne plus toucher au produit, à la substance, c'est-à-dire passer par la substitution ou l'abstinence. Et je trouve que la position et la posture des soignants s'est beaucoup améliorée, enfin, de mon point de vue. Je trouve que c'est une amélioration parce que c'est un autre regard, c'est justement laisser le choix aux patients. Et je fais ce parallèle par rapport justement à ce programme Mes Choix et par rapport à ce qu'on a pu vivre les uns et les autres ou nos enfants dans ces programmes de prévention scolaire, d'intervention précoce, qui ne sont pas forcément des interventions, de mon point de vue, très pertinentes. Alors que là, effectivement, ça responsabilise sans culpabiliser, parce que c'est important, parce que souvent, et j'ai entendu un petit peu aujourd'hui dans la matinée que la responsabilité pouvait aussi avoir un lien avec la culpabilité, notamment, je pense que c'est... c'est Grégor qui a... Oui, qui a parlé de ça justement avec les interventions et les points de vue des Américains, en tout cas sur leur patientèle, ou en tout cas envers les usagers avec lesquels ils travaillaient. Et je ne vais pas être trop long, et je rebondis bien évidemment sur ce que dit Mélanie, et puis sur les interventions qu'il peut y avoir dans les centres d'hébergement d'urgence, où on est encore de manière un peu trop systématique sur la forme de l'interdit de consommer, c'est-à-dire que tu n'as le droit à ce programme d'hébergement que si tu ne consommes pas. Donc là, on est vraiment dans le non-choix, ou plutôt le choix de l'institution qui pose des règles, très clairement. Et on a bien vu, pour l'avoir expérimenté ensemble, les bienfaits que peut être l'hébergement justement pour avoir un choix d'une autre consommation. Et tu le disais très justement, pourquoi est-ce qu'on consomme quand on est dans la rue ? Eh ben, on consomme dans la rue quand on est contraint de dormir dans la rue, justement pour survivre, pour tenir le coup, pour accepter ce qui nous arrive. Et on voit bien que quand on propose des solutions d'hébergement, eh bien là, le choix se modifie de fait parce que l'institution est accueillante et bienveillante, accepte qu'il puisse y avoir des consommations qui peuvent être gérées et qui, au fil des nuits d'hébergement, peuvent aussi s'estomper. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Merci. C'est vrai que ça fait écho au 41e forum où, pendant le Covid, on a dit qu'est-ce qui a changé ? Ah, ben les gens, ils avaient l'hébergement toute la journée. Ben, ils sont drôlement plus disponibles à changer leur entrée dans des changements. Parce que la vraie question, c'est entrer dans les changements. Je veux dire, je fais souvent quand je fais des formations, quand c'est la dernière fois que vous avez changé un comportement. À nos âges, ça commence à devenir assez rare. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'on attend des gens. Hein. Donc, c'est super ambitieux, c'est compliqué, c'est une question de lien, etc. Et je dirais, bon, bien sûr, on pourrait encore discuter longtemps, mais je trouvais très important de voir la diversité des champs dans lesquels la question du choix, la question de l'accompagnement, mais alors que je ne suis pas spécialiste, je vais être confronté ou pas, etc. Enfin, je vais être confronté, mais je vais en parler ou pas, c'est plutôt ça la question, se pose très souvent. Et en même temps, je trouvais très drôle quand vous avez rectifié, par exemple, vous avez dit « Oui, mais bon, là, j'étais un peu péremptoire, mais en fait, ça, je le fais comme ça. » Quand on l'entendait en parler, on se rendait bien compte qu'elle avait déjà fait souvent. Donc, pas assez peut-être, mais donc, c'est comme si tout était là, presque tout prêt, mais qu'il ne me restait plus qu'à le faire, quoi. Et je pense qu'on a peut-être une gêne, c'est l'intimité des personnes, c'est peut-être aussi l'intimité des institutions. Tu vois, moi, dans un centre de prévention, dire... ça m'est arrivé, on animait des groupes, on en fait dans les écoles, mais on les regroupe par niveau de consommation pour pouvoir avoir un vrai échange, quoi. Et on a découvert du reste qu'il y avait beaucoup d'abstinents, malgré tout ce qu'on pourrait croire. Et une infirmière qui co-animait, parce qu'on essaye d'animer avec des gens qui sont des gens qui travaillent aussi dans l'école, quoi, pour faire justement de la co-intervention, quoi. Et c'est super intéressant parce que je disais, ah, tu sais, j'ai quand même de la peine. Elle me dit après, avec le truc, ah ouais, tu consommes, puis après. Puis je dis, ben ouais, parce qu'autrement, ça ne sert à rien qu'on les réunisse pour en discuter, quoi. Puis, mais elle me disait, c'est pas ma culture professionnelle non plus, j'ai pas fait ça pour ça, mais en même temps, on reconnaît intellectuellement que c'est important,
mais on a une barrière à franchir sur notre intimité de la relation à la consommation, au tabou que ça représente, à l'inquiétude qu'on se fait. Hein. Aussi, quand Thierry intervient pour dire ouais, mais bon, c'est bien beau d'attendre qu'il en parle, mais faites gaffe, ça peut être grave. Et c'est vrai qu'on est tous balancés entre l'envie qu'il y ait quelque chose qui change et le fait que les gens ils changent un peu à leur rythme, qui n'est que rarement le nôtre, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait encore... Oui. Oui, il en a parlé, monsieur, je ne plus son nom. Johan, voilà. La réinsertion professionnelle, je pense que c'est un bon moyen. Moi, j'ai travaillé assez longtemps dans le domaine. Ouais. Et la perspective de pouvoir tenir dans un emploi, de pouvoir être là aussi le vendredi, ce genre de choses, c'est un bon moment parfois, effectivement, pour aborder la consommation et éventuellement la problématique et puis peut-être mettre des choses en place. Je pense que c'est un bon moment. Ok. Donc on peut en garder un point d'orgue, c'est la relation, l'intérêt aussi, c'est-à-dire offrir des perspectives aux gens, parce qu'ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas de raison d'arrêter, c'est ce que tu mettais en avant. Les outils, mais les outils étant beaucoup de comment on aborde, hein, en fait, c'est ce que j'entends, hein, comment on a tous compris la posture, on a tous fait des formations, mais voilà, comment je fais pour m'y coller, quoi. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien le cœur du problème. On arrive exactement au temps que nous étions impartis. Est-ce que, s'il n'y a personne qui a une déclaration péremptoire à faire, je vous propose de clore ce 44e forum en vous remerciant beaucoup.